assisté à la clôture du 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du salut. Le programme national de sécurité alimentaire évalue les réalisations des producteurs maraîchers. Une mission a visité 5 groupements des producteurs de la région du Chari-Bagirmi. Nouvelle saison sportive de cyclisme. Une course sur une distance de 150 km a eu lieu ce matin, ici à N'Djamena. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dominical. Je le disais, le président de la République centrafricaine, François Bozizé, se trouve depuis N'Djamena, depuis cet après-midi. Voilà les images. Il est venu assister au 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du salut. Le chef de l'État centrafricain a été accueilli par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, et le président centrafricain, François Bozizé, assistent en ce moment même à la clôture du 5e congrès du MPS. Les détails dans nos prochaines éditions. L'atelier technique de concertation pour l'intégration des données de la santé, de la reproduction et des autres programmes du ministère de la Santé publique dans le système national d'information sanitaire vient de s'achever à Siloé. Organisé par le ministère en charge de la santé et ses partenaires, la rencontre vise à intégrer les nouveaux indicateurs dans le système d'information sanitaire du dit ministère. Compte rendu Estelle Abdelkader. 5 jours de travail ont permis aux participants à l'atelier technique de concertation pour l'intégration des données de la santé d'intégrer les nouveaux indicateurs dans le système d'information sanitaire. On a complété les indicateurs qui manquaient et en complétant les indicateurs, il fallait aussi qu'on dise dans quel document, dans quel outil on pouvait donc trouver ces informations. Cette rencontre a permis aux techniciens de la santé de formuler quelques recommandations. Au ministère de la Santé publique, accélérer le processus enclenché pour l'harmonisation des outils de gestion et de collecte des données du SIS, assurer le suivi de l'utilisation effective des outils du SIS actualisés, aux partenaires, continuer l'appui technique et financier au ministère de la Santé publique. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Donsop Clovis, salue l'initiative. Il réitère son engagement tout en rassurant les participants que les résultats des travaux seront traduits en actes. Selon le directeur général des ressources et de la planification, cet atelier marque pour le ministère de la Santé publique une étape importante dans le cadre de la redynamisation du système sanitaire. Grâce à vos engagements et sacrifices personnels et collectifs, vous êtes arrivés au terme de ce dur labeur en vous attelant aux objectifs fixés. C'est avec beaucoup de satisfaction que je reviens ici à Siloé pour apprécier cette importante réalisation. Le ministère de la Santé publique est désormais en mesure d'appliquer le nouveau système d'information relatif à la santé des citoyens. Une équipe du Programme national de sécurité alimentaire vient d'effectuer une mission dans la région du Chari-Bagirmi, conduite par le chargé des missions Haroun Abderrahman. Cette équipe a visité 5 groupements des producteurs de la région. Objectif, évaluer les réalisations faites par les producteurs maraîchers. Ahmad Abbas. Le Programme national de sécurité alimentaire aux côtés de groupements de maraîchers pour accroître la production. 5 groupements de producteurs dans la zone du Chari-Bagirmi sont concernés par cette mission d'appui. Il s'agit pour les techniciens du PNSA et ceux de l'Office national de développement rural d'évaluer les réalisations de producteurs maraîchers et connaître les difficultés auxquelles ils font face avant de leur venir en aide. Ici, c'est la ferme de Judo Mohamed Hagar, un haut gradé de l'armée nationale tchadienne. Ces fermiers pratiquent la culture maraîchère, toutes variétés confondues, avec peu de matériel agricole. Les fermes de groupement Farhana, Koutbey 1 et 2 marquent la 2e étape de cette tournée. Dans ces fermes, certains producteurs sont à leur première expérience en matière de culture maraîchère. D'autres souhaitent le concours du Programme national de sécurité alimentaire pour un bon rendement. Les difficultés sont multiples, mais on ne peut pas du jour résoudre tous les problèmes, mais en fonction d'urgence.
nous pouvons venir en appui. Et l'initiative de certains producteurs est tellement important. Les manques de matériaux agricoles, des intrants, tels sont les besoins essentiels exprimés par le producteur maraîcher. Les responsables du PNSA disent prendre bonne note. Le gouverneur de Bahr El Ghazal a rencontré à la rencontre des organisations non gouvernementales et des agences onusiennes qui travaillent dans la région. Des séances de travail avec ces organisations lui ont permis de s'enquérir de leurs activités. Des précisions avec Saint-Tige Mantar. Bahr El Ghazal est sûrement l'une des régions qui concentre le plus d'activités des ONG et des antennes des agences des Nations Unies. Des institutions qui travaillent dans des domaines tels que l'éducation, la santé humaine et animale, l'hydraulique pastorale, l'agriculture ou encore la sensibilisation des populations. Le gouverneur de la région du Bahr El Ghazal a donc tenu à rencontrer les responsables de ces institutions pour s'enquérir de leurs activités et surtout des difficultés auxquelles elles font face. Bayana Kosingar s'est félicité du nombre important des institutions dans sa région, mais il a remarqué que beaucoup mènent les mêmes activités dans la même localité. Le gouverneur a donc recommandé que les tâches soient partagées et reparties sur l'ensemble de la région pour plus d'efficacité. Il a par ailleurs souhaité une étroite collaboration avec ces institutions, ceci pour le bien-être de la population. À Moundou, le nouveau commandant de la Légion de la gendarmerie numéro 9, Logon, vient d'être installé. Il s'agit du colonel Zakaria Abdraman qui remplace à ce poste le colonel Eli Ngarorgomti. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée en présence du gouverneur de la région, Haroun Saleh. Ligue régionale, bureau exécutif de la Fédération tchadienne de football et partenaires sont tous en conclave depuis ce matin au centre Al-Mouna. C'est à la faveur d'une assemblée générale ordinaire organisée par la Fédération tchadienne de football association. Des assises qui permettront aux membres de remédier aux maux qui minent l'évolution du football tchadien. Kori Lombor. Pourquoi le football tchadien n'avance pas? Le thème est plus que révélateur. Plus de 2 décennies, les mêmes personnes se succèdent à la tête de la Fédération tchadienne de football. Mais au finish, le football tchadien n'a pas évolué d'un iota. Cette institution est devenue la vache à lait pour amis et copains qui gravitent autour. Les différentes ligues qui sont au chevet du football tchadien, à l'occasion de cette assemblée générale ordinaire, seront à même de lui extirper le mal qui le ronge d'une manière endémique. Face aux partenaires et gestionnaires du football dans le pays de Toumaï, le premier vice-président de la Fédération tchadienne de football, Mokhtar Mahmoud, s'est rendu à l'évidence que notre football se noie et qu'il faut le sauver. Nul n'ignore aujourd'hui les périodes difficiles que le football tchadien traverse ces dernières années. Oui, notre football est malade. Il est dans une zone de turbulence très agitée. L'évidence saute aux yeux. Plus à l'œil lorsqu'on observe les résultats de nos équipes nationales et ceux de nos clubs. Notre football jadis prisé, l'objet d'un grand engouement dans les stades est aujourd'hui déserté. Son audience nulle et ridicule, cette malheureuse situation est créée, entretenue, encouragée. Comme dans ces genres d'assises, tout est ficelé d'avance. La formule qui fait école, on prend les mêmes et on recommence. Dans cette condition, le football tchadien sortira-t-il la tête de l'eau? Wait and see. D'envoi, une course sur une distance de 150 km a été organisée ce matin ici à N'Djamena. 10 cyclistes ont participé à cette course. Innocent Kilayou. C'est une course organisée par la Fédération tchadienne de cyclisme pour marquer d'une pierre blanche la nouvelle saison sportive. À l'absence des compétiteurs des provinces, ce sont 10 cyclistes de la capitale qui ont pris part à cette course d'une distance de plus de 150 km. Juste après le coup d'envoi, la bataille pour la plus haute marche du podium devient rude. Après avoir parcouru 15 tours sur les 17, 4 cyclistes se détachent des autres et mènent le peloton.
Il s'agit de Youssouf Adam, l'un des meilleurs cyclistes de la capitale, de Abba Aladji Ousmane, l'étoile montante du cyclisme tchadien, et de 2 autres cyclistes. Au dernier tour, c'est Youssouf Adam qui a réussi à se démarquer des 3 autres et se place en tête du peloton. À 20 mètres de la ligne d'arrivée, Abba Aladji Ousmane, l'étoile montante du cyclisme tchadien, accélère et arrache la plus haute marche du podium. Pour l'ancien champion de la capitale, la course n'a pas été facile. La vitesse aussi, ça a manqué. Et puis, j'ai senti tellement le douleur. Vous avez tenté de l'empêcher? J'ai tenté de l'empêcher, mais il n'y a pas une solution. Il est champion. Il est champion, merci. Le secrétaire général de la mairie de N'Djamena, Hamid Djimino, et le président de la Fédération tchadienne de cyclisme projettent un avenir radieux pour cette discipline. Prochainement, dans les années qui viennent, réussir un tour du Tchad à l'instar des autres pays. Nous comptons également beaucoup sur la première dame. Parce que, vous le savez très bien, en Afrique centrale, les premières dames se sont investies pour la petite reine. Les 4 meilleurs cyclistes ont reçu chacun un prix. Ces prix visent à encourager les cyclistes afin de mieux préparer d'autres courses qui sont prévues par la Fédération tchadienne de cyclisme. À l'étranger, en République démocratique du Congo, la rébellion du M23 sème la terreur au nord Kivu selon le pouvoir en place. Le Rwanda et l'Ouganda sont accusés de soutenir la rébellion. Les leaders du M23 rejettent en bloc les accusations. Des précisions avec Michel Lachar. Viol, pillage, brutalité martyrisent depuis 6 mois les populations civiles du Nord Kivu. Ces violences sont dénoncées dans un rapport des Nations Unies qui accuse les rebelles congolais du M23 de semer la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité a appelé vendredi les voisins rwandais et ougandais à cesser leur aide au M23 et leur ingérence dans les affaires intérieures congolaises. Des accusations récusées par les 2 pays et par le mouvement rebelle. Je rejette en bloc ce rapport-là et je dis que je réclame, je continue à réclamer à corps et à cri une enquête indépendante. Les M23 n'ont même pas besoin de militaires qui viennent du Rwanda ou de l'Ouganda ou des armes. Le M23, rebaptisé depuis peu Armée révolutionnaire du Congo, promet de riposter à toute attaque des forces loyalistes tout en appelant à la négociation. Nous demandons au président Kabila de faire les dialogues le plus tôt possible. Qu'on parle des problèmes de fond. Toutes les tentatives de l'armée congolaise de combattre le M23 ont pour le moment échoué. Au mois de juin, faute de ravitaillement, les troupes congolaises avaient dû décrocher de leur position. Le ministre de la Défense a échappé de peu vendredi à une motion de défiance demandée par 164 députés. Ces derniers temps, la personne de Nelson Mandela et surtout son numéro de matricule est associée aux marques de fabrication. Ce sont les stylistes et les hommes d'affaires qui se livrent à cette pratique. C'est ce qui a suscité la réaction de la fondation Nelson Mandela. Christian Lagauche, ITV. Le mythe Mandela, au-delà de la personne, est devenu une marque de fabrique. De nombreuses entreprises se sont engouffrées dans le Mandela Business. La marque 466-64 a été lancée aux États-Unis en juin dernier à l'occasion de la Mandela Day. Ce numéro matricule est connu de tous les Sud-Africains. On en vend beaucoup parce que son visage est populaire à l'étranger, simplement parce qu'il est allé en prison. Si l'image de l'ancien président sud-africain est peu utilisée directement, les hommes d'affaires n'hésitent pas à s'approprier des symboles qu'ils savent liés à Mandela, tels que le logo de la main ou encore son ancien numéro de cellule à Robben Island. Un marketing à outrance, pas vraiment en adéquation avec la modestie de Nelson Mandela. Nous n'utilisons pas son image sur nos vêtements. Vous ne verrez pas d'image de Mandela sur nos créations. Il est possible cependant de voir furtivement son image dans notre campagne publicitaire. Comment éviter la confusion des genres? 466-64 est aussi le nom de la fondation créée par Nelson Mandela pour lutter contre le sida. En principe, la fondation veille à la bonne utilisation de
l'image et du nom de Nelson Mandela. Elle a fait des loges, des t-shirts et une chaîne de restauration rapide. Même si une grande part des revenus générés par ces produits sont distribués à des organisations charitables, certains accessoires de luxe ont attiré la controverse. Les produits dérivés existent et nous essayons de faire comprendre aux gens que M. Mandela n'est pas très à l'aise avec ça. Véritable icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela a souhaité que l'empreinte de sa main soit utilisée à la place de son visage pour mettre l'accent sur l'héritage plutôt que sur l'homme. Au début de l'année prochaine, sa tête sera imprimée sur le nouveau billet de banque sud-africain. Personne n'échappe à son destin. En Uruguay, le Sénat vient de voter une loi autorisant l'avortement, mais avec des conditions. Pour certains, c'est une victoire pour la cause de la femme. Par contre, l'opposition exige un référendum. Les détails avec Kumbakan. Les débats auront duré 14 heures pour aboutir à un vote historique. La légalisation de l'avortement pour les femmes uruguayennes. Elles pourront désormais interrompre leur grossesse jusqu'à 12 semaines, mais avec une condition, rencontrer 3 professionnels pour être informés des alternatives. Une victoire pour la cause des femmes, selon cette sénatrice qui a voté le texte. Il est question des droits reproductifs et sexuels des femmes. Aucune femme ne peut être contrainte à mener une grossesse à terme si elle ne le veut pas. C'est une forme de violence contre elles. Séparer les femmes de leur corps et leur donner le droit de ne pas être seulement des porteuses de vie a pris de nombreuses années. Ce vote clôt en effet des décennies de débats. L'opposition de droite n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot. Elle réclame toujours un référendum sur la question. Pour nous, au Parti national, la conception est le début de la vie. C'est une valeur essentielle et centrale de notre civilisation chrétienne. C'est pourquoi nous avons voté contre. Selon les ONG, 30 000 femmes avortent chaque année dans des conditions précaires. Paradoxe dans ce pays catholique, une majorité d'Uruguayens est favorable à l'IVG. C'est mal de prendre une vie, mais je pense que chaque femme doit décider. C'est dangereux quand elles avortent seules. Je préfère qu'elles se fassent aider par des professionnels. C'est une bonne chose car certaines personnes ne savent pas s'occuper de leurs enfants et les abandonnent. Après Cuba et Guyana, l'Uruguay est le 3e pays sud-américain à légaliser l'avortement. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.